Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de la série HO. Le film d'aujourd'hui s'appelle Spider-Man Far From Home, il est réalisé par Jon Watts. Le scénario de Chris McKenna et Eric Sommer, c'est important, je vous en expliquerai pourquoi. Il est sorti le 3 juillet 2019 et je l'ai vu au cinéma en version originale. Et oui, ne levez pas vos boucliers, ne brandissez pas vos flingues tout de suite. Je n'ai pas encore sorti ma critique de Avengers Endgame, tout simplement parce qu'elle va être very huge. Je vais faire 3 parties, ça va être un gros machin, et j'aimerais lancer ma 3e saison en quelque sorte là-dessus. Vous verrez, je vous expliquerai tout en temps et en lieu. Mais comme j'ai vu Spider-Man avant, on va s'y attaquer tout de suite. Il y aura une partie spoiler et sans spoiler. En fait, il y aura même une partie spoiler de tout le MCU, hein, parce que ça devient impossible, je pense, de faire une critique intéressante sur ce film-là, surtout comme il est rattaché très frontalement à toute la suite, tout ce qui s'est produit dans Avengers et ainsi de suite, jusqu'à la fin d'Avengers Endgame, sans le spoiler. Donc on va faire les deux, une première partie sans spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu, et une deuxième partie avec spoiler. Jon Watts, c'est qui? C'est le réalisateur donc de ce film et de Homecoming. Il a réalisé notamment une carrière déjà assez pleine, hein, puisqu'il a réalisé comme long métrage Clown, que je n'ai pas vu, donc j'ai vu juste des morceaux, et Cop Car, qui est deux projets qui m'avaient l'air ma foi plutôt intéressants, mais que je n'ai pas encore vu. Je l'avais téléchargé Clown à un moment donné, j'ai pas encore pris le temps de le regarder. L'histoire est assez marrante, c'est l'histoire d'un père qui trouve un masque de clown qui a des problèmes dans sa vie, et à un moment donné il veut enlever son maquillage de clown et il n'y arrive plus. C'est une histoire assez glauque, j'aimais bien l'idée, il faudrait que je le voie pour vous donner un avis clair là-dessus. Et Cop Car, je crois que c'est des gamins qui braquent la voiture d'un flic, et ce flic c'est Kevin Bacon. Je sais pas exactement le ton de ce film, si c'était une sorte de comédie horrifique, je sais pas trop, honnêtement je vais pas dire de bêtises, mais la bande-annonce m'avait laissé songeuse. C'est des films que je regarderai à l'occasion, je ferai peut-être des podcasts dessus, on sait jamais. En tout cas, le premier film que j'avais vu de lui, c'était Spider-Man Homecoming. Je sortirai un jour ou l'autre une critique détaillée du film, mais pour faire court, j'étais assez hypé par l'arrivée de Spider-Man dans le MCU, parce que je trouvais que son arrivée, notamment dans Civil War, était particulièrement réussie. Si vous suivez mon podcast, vous savez que j'aime beaucoup Captain America Civil War, et qu'à un moment donné ou un autre, je vais faire une critique de ce film avec du son, de l'image et tout le bordel. Et tout le tintouin, excusez-moi pour mon langage. J'étais donc plutôt hypé, et j'étais allé voir ce Spider-Man avec beaucoup d'espoir. J'avais été un petit peu calmé, parce que le film avait quand même de gros défauts. Déjà, c'était un film ado. Le film avait choisi donc d'aborder vraiment l'angle sous lequel Civil War l'avait lancé, c'est-à-dire sur l'idée que c'est un jeune gars, un jeune adolescent, et qu'il est un peu jeune pour devenir un Avengers tout de suite, et on a vite compris que l'idée d'une certaine trilogie ou des films de Spider-Man allait tourner sur le fait qu'il allait devenir un adulte. C'est relativement classique chez Spider-Man, mais j'aimais bien l'idée de l'assumer complètement, de le faire rentrer dans l'univers des Avengers par cette porte. Je trouvais que ça fonctionnait plutôt bien, notamment parce que déjà dans Civil War, ça fonctionnait plutôt bien. Et donc, malheureusement, je trouvais que le film avait un côté ado peu intéressant. À l'exception faite du personnage de Zendaya, qui était plutôt rafraîchissante avec son humour noir, le reste, je trouve, pataugeait un peu, avait du mal à exister. Ça faisait film pour ados, mais un peu cheap, pas vraiment très bien réussi. Je sentais que Jon Watts était dans un domaine où il n'était pas à l'aise, et je ne sais pas pourquoi, d'une certaine manière, ils ont choisi dans l'écriture du scénario de choisir Jon Watts pour traiter ce scénario-là. Il me semble qu'il y aurait eu d'autres réalisateurs peut-être plus amènes de réussir quelque chose sur la vie adolescente. Tiens, pour la petite comparaison, je ne sais plus qui a réalisé le film live Power Rangers qui est sorti il y a 2-3 ans, qui est sorti je crois la même année que Homecoming, et qui pour le coup, même s'il avait un côté adolescence très dark qui pouvait être complètement décalé par rapport à l'univers des Power Rangers, et pour le coup ça ne fonctionnait pas du tout. Ce décalage-là pour le coup fonctionnait vraiment pas. La partie adolescente était pour le coup assez vraisemblable et marchait assez bien. Alors on était dans un truc très triste, très réaliste d'un seul coup. Alors franchement moi l'angle je ferai un podcast hein, sur ce dernier Power Rangers, rien que pour ça, rien que pour ce contraste étrange d'avoir fait un film au départ d'adolescents hyper réaliste dans l'univers de Power Rangers, le truc qui par définition, le Super Sentai quoi, le truc qui par définition je crois que c'est Tokusatsu, plutôt. Bon, je sais plus le terme. Le truc qui, par définition, est pas réaliste, pas vraisemblable, et qui cherche pas à l'être. C'est pas l'enjeu, quoi. Il me semble pas qu'il y ait eu un jour un Tokusatsu, je sais plus le terme, franchement, je crois que c'est Super Sentai, mais je suis vraiment pas sûr. Il y a un excellent épisode du Hard Corner, justement, sur les Power Rangers, où il détaille bien tout ça. Donc, si vous voulez des gens plus intelligents que moi, allez voir cet épisode du Hard Corner sur les Power Rangers. Vous aurez la terminologie juste. De mon point de vue, je crois que c'est des tokusatsu, et donc c'est les tokusatsu, vous savez, c'est les séries japonaises avec les mecs qui sont en collant, qui se transforment en Bioman, et ainsi de suite, et autres, Power Rangers, Super Grandizer et tout le bordel. Ah non, même pas, ça c'est du dessin animé, c'était plutôt Goldorak, mais vous comprenez un petit peu l'esthétique et l'idée.
avec des acteurs notamment. Et donc, c'est invraisemblable, ça n'a pas pour but d'être vraisemblable. Et la démarche d'adaptation de Power Rangers à cet endroit-là est à mourir de rire, parce que, quelque part, ce qui était bizarre, c'est que c'était vraisemblable et réussi, cette partie adolescente, dans un film où, pour une fois, j'ai envie de dire, mais pourquoi Hollywood s'est cassé des pieds? Vous voyez ce que je veux dire? Je ferme la parenthèse. Mais pour le coup, pour revenir à Spider-Man Homecoming, la comparaison faisait mal, parce que au moins, dans Power Rangers, cette partie-là, elle fonctionnait. On arrivait à y croire, on arrivait à croire à cette vraisemblance, à cette adolescence fragile, certes torturée et noire du côté de Power Rangers, mais on n'avait même pas ce petit côté rafraîchissant qui fait adolescent, qui nous laisse un petit peu désarçonnés parce que ce sont des vrais adolescents. Ce côté imprévisible de l'adolescence aussi, on l'avait pas du tout dans Homecoming. C'était finalement une adolescence geekesque, puisque c'était du point de vue de Spider-Man, de Peter Parker et de son copain, qu'on avait affublé pour le coup d'un copain chinois, enfin voilà quoi, bon, qui est une sorte de sidekick plutôt rigolo, qui fonctionne plutôt bien avec lui, mais bon, peut-être pas indispensable, mais bon, en tout cas ça fonctionne plutôt bien, je critique pas, imaginons, laissons passer la chose. Mais tout cet univers adolescent finalement ne prenait jamais réellement, étant quelque part trop bercé par une imagerie presque, là je vais être méchant, mais presque Disney de l'adolescence. Et vous le contrastez ça avec le personnage de Zendaya qui me portait comme ça un humour noir et qui elle avait l'air d'être une adolescente dans un univers finalement de séries télé un petit peu ancienne. Je sais pas, mais je trouve ils avaient pas réussi à tourner la sauce. Et donc on avait ça. En parallèle, on avait une histoire père-fils entre Spider-Man et Iron Man qui pour le coup fonctionnait plutôt bien. Même s'il y avait de gros défauts, je me souviens notamment d'une séquence où les deux personnages sont l'un de face de l'autre, et on est sur un fond bleu qui est juste flagrant. Alors je sais pas ce qui s'est passé au niveau de la production de ce film, mais il y a quelques moments, les moments tournés notamment avec Tony Stark, avec Robert Downey Jr. étaient bizarres. J'ai trouvé que souvent que c'était pas forcément... Les choix de lieux étaient étranges, on le voit à un moment donné téléphoner à Peter Parker, il est en Inde. Pourquoi faire? C'est complètement gratuit en plus. En plus, je suis pas... On n'a pas l'impression qu'il y est. Enfin, tout est vraiment bizarre. Il y avait un côté cheap. Et quand finalement il débarquait pour voir Peter Parker, il avait l'air d'être sur un fond bleu, mais c'était juste violent. Enfin bref, assez bizarre. Par contre, l'écriture de leur relation était très intéressante. Moi, j'avais bien aimé, même si je sais que beaucoup de gens avaient un peu crié au scandale en disant on n'a pas besoin d'Iron Man pour rendre Spider-Man intéressant. Je trouvais qu'au moins ça apportait une vraie nouveauté par rapport aux deux versions de Spider-Man, celle de Sam Raimi et celle avec l'autre acteur dont j'oublie à chaque fois le nom. Avec Emma Stone dans le rôle de Gwen Stacy, les Amazing Spider-Man, mais je me souviens décidément jamais de le nom de l'autre acteur, désolé. Voilà, et du coup je trouvais que ça amenait une vraie originalité, un vrai sens à l'arrivée de Spider-Man dans ce MCU. Et ça m'avait beaucoup plu. Au niveau action et spectaculaire, c'était pas mal, c'était pas extraordinaire, notamment la scène de fin était originale, mais je trouve pas qu'elle était très intéressante. On avait notre long d'action intéressant, mais ça décoiffait pas des masses, et je trouve que ça diminuait un petit peu ce film. Mais quelque part, le film l'assumait en partant du principe que Spider-Man serait un héros du Queens, et non pas un héros larger than life, planétaire. Un héros du Queens, quoi, qui s'occupe de ce qui se passe dans son coin. Je crois qu'il est du Queens, lui, effectivement. Donc, oui, Captain America, il est de Brooklyn, lui, du Queens. Donc voilà, on avait... C'était assumé. Mais quelque part, ça enlevait un peu de spectaculaire. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des scènes what the fuck dedans, et c'est pas non plus mal abordé, mais c'était pas non plus transcendant. Il faut l'admettre. C'était pas mal. Mais je trouve, vraiment, une des points forts du film, je trouve que c'est le film assumait son scénario, l'assumait jusqu'au bout. Je ne vais pas spoiler pourquoi, mais je trouvais qu'il y a un twist à un moment au milieu du film qui faisait que le film fonctionnait d'un seul coup beaucoup mieux. Je m'étais un peu ennuyé pendant la première partie très adolescente du film. Même sur la partie spectaculaire, j'étais pas très content. J'avais trouvé ce Spider-Man beaucoup plus fun dans Civil War. Et le twist du film avait tellement réussi à me surprendre avec une ficelle que je connaissais déjà pourtant, que finalement j'avais fini ce film avec pas mal de plaisir. Et je me disais, pourquoi pas voir un prochain Spider-Man? Mais j'espérais qu'il ne serait plus réalisé par John Watts, parce que rien de ce que John Watts m'avait montré dans son film, je le trouvais très intéressant. Mis à part le fameux twist, dont je parlerai dans la partie spoiler ensuite. Donc globalement, j'avais pas détesté ce Homecoming, j'avais trouvé que c'était un film moyen dans la série du MCU, mais je trouvais aussi qu'on aurait peut-être pu faire quelque chose de mieux avec ce Spider-Man qui avait été très bien lancé, je trouvais, dans Civil War. Donc voilà, grosso modo, où j'en étais resté, sachant qu'ensuite on a eu le Spider-Man de Infinity War et de Endgame, et qui a apporté aussi des choses et qui a toujours été, je trouve, bien à sa place dans sa relation, notamment avec Tony Stark, qui a continué de grandir du coup dans ces deux films,
Et je ne veux pas les spoiler, donc nous irons tout de suite en abordant la question non pas de Far From Home, mais des scénaristes. Les deux scénaristes de ce Spider-Man Far From Home sont Chris McKenna et Eric Sommers. Il se trouve que ce sont deux personnes qui bossent ensemble maintenant, depuis un petit moment, et qui ont fait plusieurs films. Ils avaient taffé notamment ensemble sur les American Dad à l'époque. J'aime beaucoup la série American Dad, alors du coup pour moi c'est une qualité, hein. Qu'ils aient travaillé tous deux sur la série, c'est vraiment cool. Je crois que c'est la première fois qu'ils ont bossé ensemble, ils ont fait différentes séries chacun ensemble. Puis leur premier scénario original, je crois que c'est The Lego Batman, le movie. Et franchement, c'est un bon scénar. Moi, j'avais bien aimé ce film. Je ferai probablement un podcast dessus, je vais pas aller plus loin. Ils ont pondu donc le scénario de Spider-Man Homecoming, et je trouve que son scénario était pour le coup intéressant. Peut-être pas la partie adolescente, et je reviendrai là-dessus dans Far From Home, mais c'était intéressant. Ils ont aussi pondu le scénario de Jumanji Welcome to the Jungle, le remake, avec, ou plutôt une sorte de suite, reboot. Non, c'était plutôt une suite, je trouve. Avec, excusez-moi, The Rock dans le rôle principal, mais aussi Jack Black, et qui en fait était plutôt une bonne surprise. Je reviendrai dessus à l'occasion. Je trouvais que le scénario, notamment dans sa réutilisation de l'original, avait su amener des éléments en modernisant le principe, mais en lui gardant une partie, je trouve, très magique et intéressante. Le film foirait un peu sur la fin en abandonnant complètement ses questions et ses aboutissements, et du coup j'étais un peu surpris à quel point le film abandonnait ce qu'il avait développé dans la dernière partie, quasi gratuitement, mais c'était plutôt une bonne surprise ce Jumanji, j'en attendais rien, et je trouvais finalement que vis-à-vis de l'original, il y avait eu quelque chose de vraiment intéressant dans le traitement. Je pense que je vais vous sortir à un moment donné un podcast en parlant des deux films, notamment parce que bientôt on va avoir un troisième Jumanji, oui, une suite, puisque ce Jumanji Welcome to the Jungle a très bien marché, et que notre ami Dwayne The Rock Johnson est une archistar américaine qui cartonne, surtout aux États-Unis, hein, parce que dans le reste du monde c'est moyen. À part dans les Fast and Furious, on le voit pas beaucoup. Peut-être que ça va changer avec le prochain Hobbs & Shaw qui va sortir, où il y a lui et Jason Statham qui étant une méga star qui fonctionne vraiment énormément en Europe, un peu moins aux États-Unis, mais énormément en Europe. Vous voyez, c'est comme ça qu'on introduit directement des stars qui fonctionnent très bien aux États-Unis dans le reste du monde. Ils font aussi la feinte avec des acteurs chinois et tout ça, mais j'en reparlerai à l'occasion. Tout ça pour dire plutôt bonne surprise, et ils ont enchaîné malheureusement avec le scénario de Ant-Man and the Wasp, film dont j'ai déjà fait une critique, donc je vous conseille d'aller l'écouter, mais grosso modo, j'avais trouvé le scénario justement pas très intéressant, j'avais trouvé que c'était un film qui n'avait pas sa place dans le MCU en tant que film, j'avais trouvé qu'il ne crée une liaison avec le reste de l'univers, et surtout il arrivait entre Infinity War et Captain Marvel, qui apportait des choses beaucoup plus substantielles à l'univers du MCU, et pourtant je suis très critique d'avec Captain Marvel, mais je le suis encore plus avec Ant-Man and the Wasp, qui avait de belles idées, qui avait un beau potentiel pour être un bon film, et qu'au final elle est nulle part, très honnêtement, et qui apportait tellement peu de choses que c'était vraiment pour moi une sorte d'arnaque, d'épisode filler, et j'ai déjà dit dans ma critique d'Infinity War à quel point cette tendance à l'épisode filler dans la série Marvel me dérange, mais je reviendrai dessus sur ce point des épisodes filler dans ma critique de Far From Home. Bref, j'étais déçu. Et donc ils arrivent avec le scénario de Spider-Man Far From Home. Alors, qu'est-ce que c'est Spider-Man Far From Home ? Grosso modo, le film a été vendu clairement dans le texte, dans la bande-annonce en France, comme la suite officielle de Avengers Endgame. Bien sûr, la grande peur qu'a Marvel maintenant, c'est que tout le monde se désolidarise de l'univers de Marvel. Je ne vais pas spoiler Avengers Endgame parce que je trouve qu'il est encore en salle et ce serait moche de vous spoiler ce qui se passe d'énorme dedans parce qu'il se passe des choses décisives sur l'univers d'Avengers. Je vais devoir le spoiler un tout petit peu, je pense malheureusement pour faire ma critique de Far From Home, quoique, mais je vais essayer de ne pas le faire quand même. Bref, mais en tout cas, il y a des choses décisives qui se sont passées et bien sûr Marvel a toujours cette crainte que le public s'en aille, se désinvestisse complètement de l'univers, ce qui est compréhensible hein, puisque c'est quelque part quelque chose d'un film qui était très conclusif. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Et d'ailleurs, Marvel, pour la petite parenthèse, a un peu raté son coup. Ils ont essayé de ressortir une nouvelle version d'Avengers Endgame pour battre le record mondial de spectateurs au cinéma pour un film qui est détenu jusqu'à présent par Avatar. Et ils ont ressorti le film avec des tout petits éléments en plus, genre même pas 10 minutes de plus. Et ça marche, mais pas assez. Je crois qu'ils vont échouer à peu près 500 000 entrées, ou je ne sais plus exactement, à 2 ou 3 millions d'entrées, ils vont échouer derrière Avatar. Et je ne pense pas qu'ils vont y arriver, puisque cette ressortie est clairement opportuniste, ils veulent juste battre le record. C'est un peu trop flagrant, ils n'ont rien d'autre à rajouter.
Je pense que c'est les frères Russo qui vont avoir un peu les glandes, parce que je pense qu'ils auraient clairement pu faire une version longue de ce film et tabler là-dessus. Bon, ils n'ont pas osé. Je pense que le premier montage est un peu long. Je spoil en même temps un petit peu ma critique. Mais vous verrez quand je sortirai ma critique sur Endgame, on va faire le tour. On va faire le tour de tout ça à l'occasion. Donc, commençons par un petit pitch. Je pense qu'on est arrivé au bon moment pour ça. Peter Parker, fraîchement revenu des aventures avec les Avengers, essaie donc de faire un peu un break de sa vie de super-héros. Il passe son temps à aller dans des réunions où les personnes qui ont disparu à cause du fameux snap, de cette fameuse disparition de 5 ans, et oui, petit spoil, dans l'univers de Avengers Endgame et Infinity War, font des réunions pour parler un peu ce qu'ils ont vécu, comment ils vivent la perte de ces 5 ans, et Spider-Man, comme il l'a vécu lui-même, vient leur apporter du soutien, leur expliquer un petit peu comment ils peuvent s'en sortir, ou tout simplement apporter son soutien de manière maladroite avec Tante May, évidemment, qui, elle, a visiblement une aventure avec Happy Hogan, qui est, du coup, devient un petit peu le beau-père de Spider-Man. Toute cette situation un peu awkward donne envie à Peter Parker de partir, et ça tombe bien, sa classe doit partir en voyage. Il en profite donc pour parler à son copain Ned que MJ est son crush et qu'il aimerait lui faire tout un plan très romantique, comme ils sont supposés aller à Venise, lui acheter un très beau cadeau là-bas, puis lui offrir ce cadeau une fois qu'il serait à Paris, puisqu'il doit finir leur voyage à Paris, à la Tour Eiffel, endroit où elle souhaite énormément aller. Évidemment, les choses ne se passent pas comme prévu, puisque très très vite, Nick Fury tente de rentrer en contact avec Peter, qui essaie de l'éviter à grands coups de bâchage sur téléphone, mais non. Rien à faire, Nick Fury comme arrive à accéder à Peter, lui explique que le monde est en danger, et que comme Tony Stark l'a choisi comme héritier, il serait bon qu'il assume cette décision de Tony, et qu'il vienne les aider à combattre un nouveau fléau. Il en rencontre pour le coup un nouveau super-héros nommé Mysterio, Quentin Beck, qui lui explique qu'il vient d'une planète alternative, et que les mêmes monstres qui vont attaquer la planète Terre où vit Peter Parker vont bientôt la détruire, et que s'il ne fait rien, ce sera la fin du monde. Peter se sent un petit peu déplacé, estime que ce serait plutôt à des super-héros bien plus puissants que lui, tels que Thor ou Captain Marvel, de faire quelque chose, mais ils ne sont pas là, ou tout simplement injoignables. Et bientôt, bien sûr, Peter va devoir assumer son rang, tout en essayant toujours de déclarer sa flamme à MJ, et de faire en sorte que le voyage avec toute sa classe se passe bien, et que tout le monde revienne vivant. C'est un pitch un petit peu bordélique, j'ai pas le temps de prendre des notes, veuillez m'excuser. Mais vous avez compris un petit peu le contexte. On repart toujours avec la même idée. Un des premiers points que je trouve très bien dans ce film, et dont je veux parler tout de suite, c'est la présence du rapport père-fils entre Spider-Man et Peter Parker, et je trouve que ça fonctionne tout de suite. On a vraiment un Tom Holland qui est touchant dans son rapport à Tony, aidé en cela, je trouve, beaucoup par Jon Favreau dans le rôle de Happy Hogan, et ça envoie beaucoup, je trouve, ça donne beaucoup de densité au film et de qualité, parce que au-delà de renvoyer aux autres films, ça renvoie vraiment Peter Parker dans ce film-là. Il vit quelque chose de fort, il a vraiment une perte face à quelqu'un qu'il considère un petit peu comme un second père, et je trouve que le film l'assume très bien globalement, notamment parce qu'il y a ce double rapport où Happy Hogan, évidemment, devient un père de substitution un peu tordu, un peu bizarre, puisqu'il sort plus ou moins, on comprend très vite qu'il sort plus ou moins avec Tante May. Ça donne lieu à des situations de comédie, pas forcément à se taper sur les cuisses, mais qui fonctionnent bien, je trouve, globalement, notamment parce que Marisa Tomei et Jon Favreau le jouent très bien. Et on retrouve un petit peu, pour la petite parenthèse, le style de film de Jon Favreau dans ces séquences-là. Jon Favreau adore l'improvisation. Je vous ferai un jour ou l'autre des retours podcast sur Iron Man 2, parce que c'est des cas d'école très intéressants de blockbuster et de cinéma en général. Et une des choses que Jon Favreau aime énormément, c'est vraiment les films où les personnages improvisent dans les dialogues. Et il se trouve que justement, Jon Favreau a toujours été un grand fan de ça, qu'il y a une grande partie des dialogues de ces films qui sont improvisés, et on sent clairement dans son rôle ici, c'était peut-être un peu moins le cas dans Homecoming, mais dans Far From Home, il n'y a plus aucun doute, ça improvise de tous les côtés, dans les dialogues avec Peter, dans les dialogues avec Tante May, dans les différentes séquences, à part certaines séquences qui sont des points d'achoppement du scénario, ça improvise énormément. On aime ou on n'aime pas, moi je trouve que ça marche plutôt bien. Après, c'est pas non plus hilarant. Ça, pour moi, c'est des points forts du film, c'est cette
cette histoire entre Happy et Peter fonctionne bien et aide beaucoup, puisque Happy était beaucoup présent dans les films d'Iron Man et avait un peu un rôle, d'abord et avant tout dans les films d'Iron Man. Il y a une translation comme ça dans leur rapport et dans ce qu'ils se transmettent l'un à l'autre concernant Tony, qui donne lieu à de très belles séquences que je ne vais pas spoiler, mais on a 2 ou 3 retours, 2 ou 3 images qui revoient vraiment frontalement à l'univers d'Iron Man et qui, je trouve, sont bien amenées, sont pas amenées avec des gros sabots, ont vraiment de la sensibilité. Ça fait plaisir, j'apprécie ça. Et je trouve que même si on n'a pas vu les films Iron Man, on comprend la référence et elle fonctionne bien. Et ça donne lieu à 2-3 vannes vraiment sympas, notamment une vanne sur Led Zeppelin que je vous laisse découvrir, qui est plutôt bien placée. Donc on a ce premier point, je trouve, sur lequel le film se tient bien. Je vais tout de suite parler d'un point que je trouve beaucoup moins intéressant. Toute la partie concernant l'adolescence me paraît encore une fois pas terrible. Là, je pense que Eric Sommers et Chris McKenna ont fait des progrès, notamment avec le personnage de Ned qui vit une histoire d'amour qui devient complètement, j'ai envie de dire, une ficelle qui est un peu facile, mais qui te permet de gérer. Quand tu te dis, quand tu as compris que tu n'arrives pas à écrire des histoires adolescentes et que tu veux plus essayer, tu te dis, tu les rends adultes en quelque sorte. Et l'ami de Peter, qui juste là était très adolescent, devient d'un seul coup en quelque sorte une sorte d'adulte avec un recul, parce qu'il est en relation avec une jeune femme, je spoil un tout petit peu, qui elle est comme ça. Et donc, ça devient plutôt sympa, parce que je pense que ça lui donne un rôle bizarrement, d'un seul coup et de manière très décalée, adulte par rapport à Peter. Ça problématise ce que Peter vit, tout en étant quelque part assez étrange, parce qu'on se demande pourquoi ça tombe d'un seul coup, pourquoi il s'adultifierait à ce point-là d'un seul coup. C'est un peu gratuit, mais au moins ça fonctionne, au moins ça fait, vous savez, adolescent qui veut être adulte, qui veut vraiment gérer sa situation avec une sorte d'aplomb, qui veut se faire croire plus adulte qu'il ne l'est. Mais pour le coup, même si ça mène pas à grand-chose, je trouve que c'est une ficelle de scénario qui marche bien, et ça évite l'écueil du premier film, de vouloir absolument faire adolescent, geek, alors qu'en fait ça marchait pas très bien, et je pense pas que Tom Holland et l'acteur qui joue Ned, Jacob Batalon, avait vraiment, je trouve, une relation comme ça qui fonctionne très bien. Je fais toute une parenthèse sur le personnage de Flash Thompson, toujours joué par Tony Revolori, qui est un peu une sorte de running gag, mais je trouve que vraiment ça mène à rien. Pour l'instant, je crois qu'ils savent pas ce qu'ils veulent faire avec ce personnage, et ils auraient presque pu s'en passer pour ce film-là. Alors il est utile pour quelques blagues par moment, mais comme le dit très bien Durandal dans ses vidéos, il faut pas utiliser les personnages comme des ressorts de blagues, sinon très vite ça se voit, et ça a tendance à alourdir les films. C'est très difficile de faire vivre de l'action et de la comédie. Joss Whedon le ferait très bien. Il y a des réalisateurs qui arrivent beaucoup moins, et je crois pas que John Watts soit très à l'aise. Il arrive à faire passer quelques vannes, parce que Chris McKenna et Eric Sommers écrivent plutôt bien ce genre les vannes dans l'action, mais il y en a beaucoup, je trouve, qui sont bien forcés, et il a du mal à les insérer dans l'histoire. Je trouve que ça a tendance à un petit peu étouffer l'histoire par moments, ou à être mal placé. Et je trouve que la majorité des vannes avec Flash Thompson, notamment, ne marche pas vraiment, je trouve. Notamment jusqu'à une conclusion que je ne vais pas spoiler là, concernant lui, mais qui pour moi est si c'est un easter egg, je m'en fous. Très honnêtement, ça m'intéresse pas de savoir ce que c'est. D'habitude, les easter eggs, j'ai envie d'aller voir sur internet ce que c'est, mais là, ça m'intéresse pas du tout. Et je trouve que c'est un plan qui est tellement gratuit, je n'en vois vraiment pas l'intérêt. Je trouve que ça mène à rien. Je reviendrai là-dessus dans la partie spoiler. Donc cette partie ado, je trouve qu'ils ont plutôt bien feinté. Ça a tendance à plutôt bien marcher, puisqu'il y a une sorte de triangle amoureux entre un jeune... MJ et Peter. Ça dure pas très longtemps, mais je trouve que ça marche plutôt bien. C'est pas génial. Le triangle amoureux, vous savez, ça peut être vraiment des trucs costauds. Dans les Spider-Man de Sam Raimi, quand il y a des triangles amoureux entre MJ, Peter et... oh, j'ai oublié, celui qui joue le bouffon vert. Oh, ça me revient pas. Ni le nom de l'acteur, ni le personnage. Tiens, c'est étonnant. Ça. Bon, le bouffon vert. Le fils sympa, le père. Ben, je trouve que les claques que se prend Peter, c'est beaucoup plus comique et drôle, mais en même temps, ça fait mal. Il merde, d'accord, c'est lui qui merde, mais il se prend vraiment des coups de pied aux fesses, mais c'est violent, quoi. Il prend des gifles, il prend tout, la totale. À chaque fois qu'il lui arrive quelque chose qui merde avec MJ, c'est la grande déferlante. Là, je trouve que ça n'ose pas aller aussi loin dans la comédie, peut-être parce que ça veut pas ce ton-là, mais ça n'ose pas non plus aller vers les ambiguïtés de l'adolescence, ou là où ça pourrait être un peu piquant, ça pourrait amener ça au-delà de la simple comédie mignonne. Et je trouve que le film, encore une fois, n'assume pas ça assez pour que ce soit une plus-value dans son histoire. Bref, la partie adolescente n'est encore pas, je pense, une des parties les plus intéressantes du film. L'histoire d'amour entre Peter et MJ, qui pour moi est une histoire en soi, est pas mal.
Mais pareil, je trouve pas que ce soit bouleversant. Ils font ce choix encore très bizarre dans le MCU de laisser des choses qui seraient des super matières à créer dans les films se passer entre les films. Grosso modo, quand le film commence, tu comprends très très vite que MJ et Peter, bah, ils se plaisent. Et du coup, le film tourne autour du fait qu'ils osent pas se le dire parce que bon, ils sont un peu timides, parce qu'ils cachent ça derrière des jeux d'adolescents. D'ailleurs, c'est beaucoup plus crédible chez le personnage d'MJ par contre, parce que ben, elle avait tout cet humour noir dans le premier, tout ce côté décalé qu'elle utilisait pour se protéger aussi, et ça je trouve que c'est plutôt une lecture juste de l'adolescence, mais c'est pas non, il n'y a pas non plus de quoi être transcendé, ça va pas très loin, même s'il continue je trouve de bien porter ce personnage, je vais pas spoiler pourquoi, mais j'aime bien les quelques originalités de ce caractère nouveau qu'il donne à MJ dans ces films-là, fait plutôt plaisir, et on est loin de la MJ qu'il faut sauver sans arrêt et qui manque un petit peu de caractère, comme c'était le cas chez Sam Raimi notamment, où c'était pas la faute de Kirsten Dunst, je trouve, mais c'était un petit peu un personnage... on était un peu dans le cliché du sauvez-moi, elle avait du caractère, mais ça allait pas très loin, quoi. Et elle était finalement sauvée de film en film, toujours un peu de la même manière. C'était pas terrible. Là, on sent autre chose dans son rapport avec Peter, mais je ne veux pas spoiler comment, vous verrez, je trouve que c'est plutôt pas mal à cet endroit-là. L'autre point sur lequel je peux déjà dire que je suis plutôt content, c'est Jake Gyllenhaal, qui joue donc Quentin Beck, le personnage de Mysterio. Je trouve que globalement son histoire fonctionne bien, elle est amenée de manière relativement originale, et ça fait plaisir. Et même si le personnage n'est pas écrit de manière transcendante, là on sent quand même l'apport d'un acteur comme Jake Gyllenhaal, quoi. Il arrive quand même à donner de la densité, mais avec rien. On lui a pas laissé grand chose pour faire de la matière, et il est bon, quoi. Il est vraiment bon. Il existe, il arrive à avoir un rapport avec Peter qui est plutôt touchant, plutôt juste. Je suis admiratif, moi, de Jake Gyllenhaal. Je suis désolé, mais je sais pas comment il fait pour dans des personnages où finalement... Je crois que le film va se faire tomber dessus parce que c'est un personnage qui peut paraître quelque part un peu creux, mais avec très peu, il arrive tellement à lui donner de la densité. Alors je sais pas, peut-être que je suis devenu fan de Jake Gyllenhaal sans m'en rendre compte, mais qu'est-ce qu'il est bon ce mec. J'y crois à toutes ses émotions, j'y crois à tout. J'y crois quand il est super cool, j'y crois quand il a de la colère, j'y crois quand il est un peu fou, j'y crois... Je sais pas comment ce mec fait ça. Il a un éventail de jeux qui, moi, m'impressionne vraiment, quoi. Et pour le coup, encore une fois, il est pile au bon endroit. Il est dans le bon dosage. Il est dans l'affirmation d'un rapport avec son corps et avec sa manière d'être. On y croit tout de suite. Et c'est une des vraies réussites de ce Far From Home. Il est vraiment bien. Mais je tiens à souligner, beaucoup de gens avaient pointé dans Homecoming le fait que le personnage notamment de Michael Keaton, qui jouait donc Vulture, le vautour, dans Homecoming, était pas bien. Et je suis pas d'accord du tout. Je trouve vraiment que Michael Keaton était vraiment bon. On y croyait, il était vraisemblable, notamment parce qu'il devenait un moment menaçant, froid, assez flippant. C'était genre un adulte, quoi, vraiment, qui commençait à menacer des ados, et je trouvais qu'il était, pour le coup, on y croyait à sa menace. Le film n'osait pas aller au bout de ça d'une certaine manière après, ou tout simplement avait une écriture plutôt juste, mais je reviendrai dans la partie spoiler là-dessus. Et en l'occurrence, je trouve que c'est une vraie qualité des films de John Watts. Il faudrait vraiment que je voie Clown pour me faire une idée, ou Cop Car, parce que je serais curieux de savoir si depuis le début de sa carrière, il a une bonne gestion comme ça du méchant ou de l'antagoniste. Mais j'aime beaucoup le fait qu'il écrive ces personnages ennemis. Ils ont des motivations très claires, très posées, très assumées, et ça donne beaucoup de personnalité à ces films. Je pense que Homecoming a une vraie personnalité juste grâce à ça. Hein. Au-delà du fait que Tom Holland tenait bien le personnage, je pense que vraiment Homecoming a tenu la baraque, parce qu'il y a eu cette chose assumée de jouer vraiment sur le personnage du méchant de Vautour. Et là, dans le deuxième, je spoil à peine, on s'en doute, mais Jake Gyllenhaal tient vraiment la route parce que son personnage a un fond, une histoire précise et des intentions très claires du début à la fin, qui sont pour le coup, je trouve, limpides. Il n'y a pas grand-chose à discuter. Il y aura beaucoup de critiques, à mon avis, sur la vraisemblance de ce plan, sur la vraisemblance de la mise en place de ce twist, et je ne veux pas dévoiler ce twist en parlant dans la version spoil, dans la partie spoiler, et je pense que le film à cet endroit-là est attaquable, et je vais expliquer pourquoi plus tard. Mais ça n'enlève rien au fait que le personnage de Jake Gyllenhaal fait vraiment passer la pilule, je trouve, du début à la fin. Il est vraiment très bon, ce mec. Et je serais très content, je pense que... Je ne sais pas si on le reverra dans un film suivant, mais j'en serais très content parce que ce personnage-là est très intéressant. Et j'aimerais bien l'idée qu'ils ouvrent cette nouvelle phase. Alors, il paraît que ce film conclut plutôt la partie Avengers Endgame et tout ça, sur toute la partie qui s'est passée dans Infinity War et Endgame, mais j'aimerais que ce soit pas le cas, notamment parce que, sans spoiler, autre très bon point du film pour moi, là, le film essaye d'assumer complètement ce qui s'est produit
dans Infinity War et Avengers Endgame en l'évoquant frontalement comme un des enjeux de... j'en parlais un petit peu dans le spoil, dans ma partie, dans le pitch du film, en évoquant les conséquences du snap et de cette disparition des gens pendant 5 ans. Et franchement, ça, pour moi, c'est une énorme qualité du film. C'est une énorme qualité. On peut ne pas aimer comment ça a été traité, on peut considérer que c'est une ficelle un peu lourdingue, on peut considérer que c'est pas aller très loin ce que j'entendrais, quoique, mais franchement, sans spoiler, assumer ça dès le début comme un effet social et comme des conséquences qu'il va falloir gérer, je trouve ça hyper intéressant. Et le fait que certains des personnages aient pris 5 ans et d'autres pas, je trouve ça hyper intéressant. J'espère vraiment que les films suivants du MCU vont l'assumer et vont continuer. Parce qu'on a là vraiment une ficelle d'éléments qui peuvent largement dépasser le cadre d'un seul film Spider-Man. Et je serais vraiment déçu qu'on ait juste ce film qui l'assume autant, qui en parle, qui en fait un des enjeux. Parce que mine de rien, eh ben c'est très intéressant. Ça peut vraiment donner lieu à toute une cosmogonie d'événements et de répercussions, d'émotions sur des différents personnages qui se retrouvent 5 ans après, entre non seulement les personnages les personnages principaux, mais aussi les personnages secondaires, mais aussi les répercussions sur les ennemis. Enfin, je trouve qu'il y aurait tellement de choses à faire avec les répercussions de cet événement-là, que ce serait vraiment, vraiment, vraiment dommage de s'arrêter. En tout cas, je trouve, moi personnellement, que dans ce Spider-Man Far From Home, ils assument complètement cette finalité, et ça fait du bien. Et ils l'assument à 3 niveaux. La première chose, c'est que c'est frontal, c'est montré dans le film, c'est dit. La deuxième chose, c'est que les personnages principaux le vivent, et ça a des conséquences dans leurs relations, et ça c'est génial, j'insiste, c'est vraiment une énorme qualité. Et 3, et non des moindres, on a une perte de repère des différents personnages, qui est complètement jouée au niveau mondial. C'est pas seulement on l'assume pour nos personnages principaux, ça. On essaie vraiment de donner une cohérence à ça. Je dis pas que ça cartonne, je dis pas que ça marche à tous les niveaux. Mais purée, quel plaisir de le voir autant assumé. Franchement, moi, ça m'a plu, ça m'a donné l'impression de voir une suite. Et en même temps, oui, 4e point sur ce point-là qui est très intéressant, je pense qu'on n'a pas besoin de voir les autres films pour ça, parce que le film l'assume complètement. Il dit d'où ça vient, il dit ce qui s'est produit, et il montre quand il peut pas... Il y a un plot twist qui tourne autour d'éléments qui se passaient dans des films précédents, et je ne veux pas spoiler, j'en parlerai dans la partie spoiler, mais ça aussi, je trouve que c'est bien amené. J'avais assez critiqué dans les films précédents le fait qu'ils évoquaient des choses des films précédents sans en montrer des extraits, alors que c'était juste devenu fantoche, quoi. Il fallait l'assumer jusqu'au bout. Et ça, pour moi, c'est une grande, grande qualité de ce film. C'est vraiment important que dans le MCU, ils arrêtent de faire croire aux gens qu'ils ont besoin d'avoir vu les films précédents. J'ai assez critiqué ça, vous entendrez dans ma critique clairement sur Avengers Endgame à quel point c'est un truc qui m'énerve. Maintenant, on est au 23e film, faut arrêter. Si vous évoquez des choses des films précédents, vous allez chercher les extraits, vous les montrez. Sinon, vous les évoquez pas. C'est pas possible, vous pouvez pas demander aux gens d'avoir vu 26 films, faut arrêter de planer, quoi. Ça, à un moment donné, c'est vraiment pour moi des grosses faiblesses de scénario. Si tu veux pas le mettre, si la production veut pas le mettre, tu oublies, tu fais autre chose. T'inventes un truc. Sinon, tu l'assumes pas. Bref, tout ça pour dire que ce Spider-Man Far From Home, eh ben dis donc, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Dernier point peut-être, le spectaculaire. Eh oui, c'est un blockbuster, on va quand même en parler. Oui, franchement, il fait le taf. Pour un blockbuster de l'été, du mois de juillet... Donc un blockbuster qui se supposait ramener du monde au cinéma, il y a de vraies belles séquences. Il y a notamment une séquence que je vais qualifier de la séquence des hallucinations, et que je ne vais pas spoiler, qui est une des meilleures séquences du film. Elle est spectaculaire, elle est très bien faite, elle est dingue, on perd vraiment nos repères, c'est une très bonne réussite, et ça me fait plaisir parce que je pense que ça manquait d'identité visuelle dans Homecoming. Là, vraiment, pour le coup, ces séquences-là vont donner beaucoup d'identité à Far From Home et vont faire de Far From Home un vrai film unique. Vous savez à quel point j'accorde de l'importance aux films singuliers, aux films qui ont vraiment une identité à eux seuls et qu'on peut regarder tout seul. J'en parlerai très bien dans ma critique d'Avengers Endgame, et vous verrez, j'ai fait toute une liste de ces films-là, je vous spoil un peu cette critique, vous verrez, c'est une très très grosse critique, ma critique de Endgame, où je ferai aussi un bilan sur tout le MCU, mais ça arrivera plus tard, vous verrez, on s'amusera bien. Tout ça pour dire,
là, ça me fait plaisir parce que ça a donné une vraie identité visuelle. On a des scènes d'action, on voit qu'ils sont déjà dans les teasers, donc je spoil rien, où Spider-Man avec Mysterio affronte des créatures immenses élémentales, donc c'est sympathique, c'est bien. Mais on avait déjà vu ça dans Thor, mieux fait, face à des créatures immenses, on avait déjà vu ça mieux dans d'autres films. C'est bien, c'est sympa, c'est spectaculaire, mais ça va pas très loin. Mais la phase dont je vous parle, la fameuse phase d'hallucination, elle est vraiment, vraiment unique. Vraiment, elle arrive à créer des émotions. Alors, je dirais pas qu'elle est aussi assumée que la fameuse phase où Doctor Strange voyage dans les multivers, et là c'est vraiment classe parce qu'on a carrément des images flippantes, assez angoissantes, assez psychanalytiques comme ça que je trouve très très bien. Ça va peut-être pas aussi loin, mais je trouve que ça marche bien dans l'univers de Spider-Man et dans le rapport à son adversaire. C'est une super séquence. J'ai vraiment beaucoup aimé cette séquence, je trouve qu'elle fonctionne très bien. Ça part peut-être un peu dans le nawak, j'en parlerai dans ma partie spoiler, mais quelle réussite, je trouve, de film, de blockbuster. Réussir à donner de la singularité, de l'identité comme ça, on en a besoin. Ça nous fait du bien, et c'est quelque chose qui va vraiment singulariser ce Far From Home, et rien que pour ça, Jon Watts a réussi son coup. Le reste des scènes d'action, j'ai beaucoup aimé la partie finale notamment, j'ai trouvé globalement que c'était du beau spectacle, peut-être un peu brouillon par moment, je vais pas spoiler, mais sur la partie de fin, on voit Spider-Man notamment, on a toute une séquence où Spider-Man saute entre différents adversaires, et ça va très très vite, et on le suit lui, ça devient par moments un peu illisible, je pense, mais j'ai trouvé que globalement ça donnait une sensation de vertige et de spectacle qui fait plaisir dans les films de Spider-Man. Ça cartonne pas, ça manque peut-être un poil, je pense, de modération. Peut-être qu'à un moment, ça part un peu trop dans tous les sens, peut-être. Je suis pas fan, franchement, de ce que Jon Watts fait en termes de spectacle. Je reste encore sur ma sensation que c'est pas lui le réalisateur pour les films Spider-Man. Mais peu importe, je pense que Far From Home va cartonner et qu'il fera, s'il y a un troisième Spider-Man avec la thématique Home, je pense qu'il y aura Jon Watts derrière la caméra. Et c'est pas si mal, on a quand même une séquence très singulière dans celui-là. Pour spoiler un peu ma critique globalement. J'ai vraiment trouvé, parler de la musique qui était faite par Michael Giacchino, Michael Giacchino que j'adore, qui est un compositeur que je trouve extraordinaire. Michael Giacchino, c'est la musique des nouveaux Star Trek, c'est Les Indestructibles, enfin voilà, il a tellement de films dont j'aime beaucoup sa musique, dont je vais pas vous saouler avec. Et là, encore une fois, je trouve qu'il a fait un super taf sur ce Spider-Man Far From Home. Il reprend les thèmes au bon moment, le thème des Avengers de Alan Silvestri, qui revient de manière très subtile. Bref, un vrai kiff. Je vous conseille d'écouter la BO, ça a l'air d'être vraiment bien. Peut-être que je me trompe, mais en matant le film, je trouvais que ça marchait vraiment bien, quoi, globalement. Et ça m'a fait plaisir que ce soit Michael Giacchino, et je vous incite à écouter ses musiques, ce mec est très très bon. Donc, pour conclure ma partie sans spoil, je pense que j'ai pas grand-chose à rajouter. Personnellement, j'ai apprécié ce Spider-Man Far From Home, j'ai passé un bon moment, j'ai trouvé qu'il avait la séquence singulière qu'il avait besoin, j'ai trouvé que l'antagoniste du film fonctionnait bien, j'ai trouvé que globalement, j'ai pas parlé de Nick Fury et de Maria Hill, mais ils reviennent dans le film et je trouve qu'ils ont plusieurs séquences qui fonctionnent plutôt bien, même si pour le coup ils se plantent souvent et c'est plutôt pas mal, c'est assez original pour le coup. J'ai trouvé que c'était un film tout à fait sympa. La partie ado ne fonctionne, je pense, toujours pas, mais elle est mieux modérée. L'histoire d'amour entre Peter Parker et MJ fonctionne juste ce qu'il faut, mais je pense que c'est encore une fois la relation avec Iron Man qui tient le mieux debout, et parce que tout simplement c'est une relation que le public peut mieux comprendre, je pense très honnêtement, parce que pour l'instant il serait bon à un moment donné d'avoir un vrai moment déterminant entre MJ et Peter Parker pour pouvoir concurrencer ça, et je pense que le troisième film va en avoir besoin. Et je pense aussi qu'il serait bon d'arrêter de mettre entre les films les moments où les émotions naissent entre les personnages, parce que c'est à un moment donné, vraiment hardcore. Je critiquerai déjà assez ça dans la série, dans ma critique de la trilogie Captain America, je sortirai à un moment donné, vous verrez bien. Et je critiquerai beaucoup ça, et je pense que c'est un vrai défaut du MCU de vouloir autant mettre en hors-champ des choses qui pour moi sont essentielles à la compréhension et à l'empathie envers les personnages. Un des rares personnages où ils l'ont traité souvent frontalement, c'est Iron Man, et comme par hasard, on se sent tous très proches d'Iron Man. Beaucoup moins de Captain America pour le coup. Je ferme la parenthèse, je reviendrai sur ce point-là une autre fois. Globalement, est-ce que je vous incite à voir ce Spider-Man Far From Home? Oui, c'est un film très sympa, c'est un bon blockbuster de l'été. Je ne pense pas que vous vous ennuierez, certaines vannes fonctionnent vraiment bien, d'autres beaucoup moins. Mais le ton globalement fonctionne, on a du spectacle et on a une vraie séquence originale avec un antagoniste que je trouve qui fonctionne bien et qui est bien tenu. Spider-Man Far From Home, c'est vraiment sympa. Je vous le conseille. C'est pas un grand film,
mais il a juste ce qu'il faut pour mériter d'être vu, je pense, au cinéma. Voilà, je vais arrêter cette partie sans spoiler. Je vous remercie de votre écoute. Vous n'hésitez pas à tweeter, Instagrammer, Facebooker la totale. Commenter, partager, évidemment, ça aide beaucoup à voir les vidéos, liker et tout, et tout, et tout, et tout. Et à me dire ce que vous en pensez, évidemment, encore plus, ça m'intéresse encore plus. Je vais donc m'arrêter là pour ceux qui l'ont pas vu. Je vous conseille d'aller le voir et d'écouter ensuite la partie spoiler qu'on va commencer tout de suite, en abordant tout de suite... Alors attention, là je vais spoiler salement, hein. Ce serait dommage de rester avec moi maintenant. Donc, une première chose que je tiens à pointer de l'identité de ces films Spider-Man Home, de la thématique avec Homecoming et Far From Home, c'est visiblement le choix de faire tenir ces Spider-Man autour d'un twist central qui redéfinit plus ou moins l'histoire. Dans le premier, c'était donc ce fameux twist où on se rendait compte que la fille dont Peter Parker était amoureux et dont il s'intéressait, qui n'est pas MJ mais j'oublie le nom de la fille, son père était donc le méchant du film et Peter s'en rendait compte, et on avait donc cette séquence qui fonctionnait très très bien, où Peter était choqué, complètement perdu en tant qu'adolescent, et on avait donc Michael Keaton en face qui jouait juste parfaitement et qui arrivait à comprendre très très vite qui il avait en face de lui. Et il y avait cette séquence que je trouve toujours très très bonne, où Michael Keaton se retourne vers l'arrière de la voiture, comme ça. Ils sont tous les deux dans la voiture, ils se retournent vers Peter Parker et ils le menacent, et je trouvais que il était crédible, il est même flippant, c'était très 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 réussi. Le personnage, je trouve pas, allait pas assez loin ensuite, mais je trouve que ça donnait beaucoup de chair au film, et le fait de voir Peter ensuite être enseveli sous cet immeuble, appelé au secours, redevenir l'adolescent qu'il est, et se rendre compte qu'effectivement l'avertissement que lui avait donné Iron Man était bien pour le protéger, parce que être un super-héros c'est très dangereux, et ben c'était vachement bien, et c'était un très beau foreshadowing, désolé pour les gens qui se font spoiler la gueule aussi sur Infinity War, de la fin d'Infinity War et de sa fameuse disparition. Très belle scène, je trouve, notamment dans Infinity War, mais je reviendrai là-dessus à l'occasion. Tout ça pour dire, donc ce Spider-Man Far From Home, vous l'avez vu, et il y a ce fameux twist qui arrive grosso modo à la fin du premier tiers du film, je crois, ou quasiment au milieu, où donc on se rend compte que Quentin Beck, donc Mysterio, Jake Gyllenhaal est le méchant, et que tout a été mis en scène par lui et des groupes de scientifiques, et tout ce qu'ils font, c'est de l'ordre de l'audiovisuel, de la supercherie et de l'illusion. Et je sais que beaucoup de gens, je vais être clair, vont pas aimer ça, parce que c'est très dur de faire croire que même en ayant des scientifiques très doués, t'arrives à obtenir des telles destructions de masse, avec des hologrammes hyper réussis, avec aucun pet et une réussite totale, avec de la destruction de masse de villes, notamment je veux bien que les illusions fonctionnent, mais il faudra quand même expliquer comment ils ont fait une créature d'eau visiblement réaliste et réel, qui fait vraiment bouger de l'eau, qui renverse des bâtiments entiers. Enfin, vous voyez, il y a une limite aux illusions, quoi. C'est ça que je veux dire, que c'est... Je pense que le spectateur peut croire à beaucoup de choses, mais le film, à un moment donné, ça nous explique, mais nous explique pas vraiment. C'est-à-dire qu'on a cette séquence qui, à mon avis, va être le talon d'Achille de ce film, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont tomber sur le film à cause de ça. C'est cette fameuse séquence où quand tes mecs commencent à dire « Alors toi, t'as assuré super bien, parce que grâce à tes effets spéciaux, on a réussi à faire croire que les élémentales, ils détruisaient tout, le feu, le vent, t'es vraiment balèze. » Et puis ils sont tous là « Ouais, à trinquer ensemble, ils sont une vingtaine, là, à être dans la combine. Et toi, c'était super bien, ton principe des drones pour créer des illusions dynamiques. Personne n'a rien vu, c'était super bien fait. Et toi, vous voyez ce que je veux dire? Toi qui as mis la simulation en place et machin. » Donc ils en font 3-4. Et je trouve que très vite, ça devient un peu rébarbatif. Le film a besoin de se surexpliquer pour faire... Le film sent bien, en fait, qu'il n'a pas la chair, qu'il n'a pas la matière pour que ça passe tout seul. Il va avoir un vrai problème. Il va avoir un problème pour que le spectateur dépasse ce point d'achoppement du film et croit au twist. Et si, personnellement, je suis plutôt un spectateur, entre guillemets, crédule, et j'ai aimé cette idée, et j'adore comment Jake Gyllenhaal le joue, et je pense qu'ils ont complètement fait tenir la crédibilité de cette séquence sur le jeu de Jake Gyllenhaal, je le pense sincèrement. Hein. Et ben quand même... c'est pas... Il y a quelque chose dans cette séquence qui est mal mesuré. Elle est trop longue, trop courte. Est-ce que c'est bien expliqué ou pas assez? C'est dur de trouver cet équilibre-là, ce moment où le spectateur va dire « Ok, j'y crois ». Ça, c'est vraiment dur à trouver. Parce qu'il y a le « Ok, j'y crois », mais on m'en dit trop et ça sert à rien. Et du coup, on me donne de la matière pour plus y croire de nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Et le « J'ai pas eu assez pour y croire ». Et je crois vraiment que à partir du moment où
Quentin Beck et son équipe ont le contrôle des drones. On croit plus à la destruction et aux différentes choses qu'il peut faire parce qu'il y a les centaines de drones. Avant, la destruction notamment faite à Venise, c'est chaud d'arriver à faire croire qu'il y a un être en eau totale et que l'illusion a réussi à faire croire à tout le monde qu'il existait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il n'y avait pas un point mort, qu'il n'y avait pas une personne, pas une caméra de télévision pour choper un endroit où l'illusion fonctionnait plus. Ça, franchement, c'est compliqué. Alors, il se trouve que visiblement, ça remonte à très très loin à Civil War, le moment où le plan a commencé avec Quentin Beck, mais ça reste, je trouve... C'est pas que c'est tiré par les cheveux, c'est que c'est un peu évanescent. C'est un peu évanescent, c'est un peu... Ça n'a pas vraiment franchi le cap, à mon avis, de la ficelle scénaristique. Et ça, c'est un petit peu... Pour moi, c'est le talon d'Achille du film. C'est ce qui fait que le film va se faire beaucoup attaquer et que beaucoup de gens vont le rejeter en bloc. Parce que quelque part, c'est renvoyer le film au fait que le méchant n'a pas de pouvoir et qu'il a mis... Face à Spider-Man, il a quand même un pouvoir très limité. Et il y a carrément Spider-Man qui le dit à un moment donné, non mais attends, une fois que j'ai passé la barrière des drones, c'est bon, c'est un être humain derrière. Ouais, mais c'est problématique. Ouais, mais ça... Du coup, ça manque un peu de coffre. Du coup, ça manque un peu de chair. Du coup, ça manque un peu de densité. Et j'entends qu'il y a beaucoup de gens qui vont attaquer ça. Il se trouve que moi, Jake Gyllenhaal m'arrive à me faire croire beaucoup de choses. Même si j'ai pu me poser des questions en sortant du film, ça m'a pas sorti du film, ça m'a pas dérangé. Et j'ai aimé l'idée que la série du MCU reste un petit peu bloquée sur... à la frontière de la magie, il y aurait la technologie. Vous voyez ce que je veux dire? Cet argument qui était déjà présent dans Thor 1 et qui pour moi fait vraiment passer la pilule depuis le début du MCU. Mais je sais que beaucoup n'aiment pas ça. Je serais pas surpris que Durandal tombe sur le film à cause de ça. Bref, c'est le talon d'Achille du film et en même temps, perso, j'ai bien aimé ça. Parce que j'ai bien aimé toute la partie ensuite, l'utilisation des drones qui rend vraiment le personnage de Quentin Beck menaçant, dangereux, quasi omnipotent. C'est une chose que j'avais beaucoup aimé, notamment de la menace du projet Insight dans Captain America The Winter Soldier, que je trouvais très intéressant, cette idée de pouvoir flinguer des gens dans le monde entier très très vite en une seconde. Et là, on a un petit peu le même principe, et j'ai bien aimé l'idée, j'ai bien aimé comment les drones ont été amenés à ce niveau-là. Même si, à un moment, quand la première fois où Spider-Man utilise le drone, c'est un peu con. C'est joué un peu de manière comique, mais il doit carrément détruire le drone lui-même. Tu dis, non mais attends, il est pas foutu de dire à la... Il y a des moments où vraiment il a les lunettes sur les yeux, les fameuses lunettes télécommandées. Il peut dire clairement, arrête-toi Edith, bute pas ce mec. Et il réagit, enfin bon bref, ça donne lieu à un moment spectaculaire, mais je me suis quand même dit devant le film, c'est un peu compliqué tout ça, alors qu'il aurait pu lui dire, non c'est bon, arrête. Et répondre aux gens qui lui posent des questions après, quoi, bon bref. Tout ça était un petit peu tiré par les cheveux. À la limite, c'est une séquence que je trouve pas terrible. Mais globalement... J'ai trouvé que c'était quand même plutôt bien aimé. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé le méchant que Jake Gyllenhaal aborde ensuite, ce roi de l'illusion, qui joue beaucoup sur l'illusion jusqu'à la fin. Perso, j'ai beaucoup aimé le moment où Spider-Man est face à lui et qu'il y a cette fameuse tentative. Il essaie de le tuer en lui tirant une balle à la tête, en faisant croire qu'il est déjà mort. Et j'ai vraiment mis quelques secondes à me dire, attends, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai pas compris qui c'est qui a tiré. J'avais même pas pigé tout de suite. Donc, vous allez me dire que je suis crédule. Pas de problème, c'est vrai, c'est tout à fait possible. Mais perso, j'ai mangé et j'ai trouvé que ça donnait encore plus de qualité. De toute façon, pour être clair, j'aime beaucoup plus les méchants qui utilisent leur cerveau et qui n'ont pas forcément de super pouvoirs que les méchants qui ont beaucoup de pouvoirs, ainsi de suite, que je trouve souvent moins intéressants. Il y a des exceptions, Thanos était très intéressant au-delà de ça, au-delà de sa force et tout ça, et de son pouvoir. Mais je préfère le méchant qui doit vraiment se creuser la tête et qui est quelque part machiavélique et qui devient du coup beaucoup plus crédible quand il commence à menacer les gens et à être dangereux, parce qu'il est vraiment en danger. Le super-héros est vraiment un danger pour lui, c'est pas un mec qui va maîtriser parce qu'il est plus fort maintenant. Il a fait le truc qui le rend plus fort et du coup il ne le craint plus. J'aime bien quand il y a cette ambiguïté entre les deux et que le méchant doit vraiment se débarrasser du gentil. Et du coup j'aime beaucoup la séquence aussi, très violente pour le coup, dans le principe, où Spider-Man se fait littéralement défoncer par un train. Et voilà, après cette fameuse séquence, donc je parlais de la séquence d'hallucination, c'est la fameuse séquence d'illusion où Quentin Beck l'emmène et lui en met plein la gueule, et j'ai beaucoup aimé cette séquence. C'est une des séquences les plus réussies du film, notamment parce qu'en face, t'as Jake Gyllenhaal qui assure grave dans la narration, qu'ils ont très bien géré le fait que Quentin Beck connaisse Peter Parker, il a utilisé vraiment ses pires fantômes contre lui,
et que ça fonctionne très très bien. Vraiment, globalement, une très très belle séquence. J'ai beaucoup aimé. Et si c'est un foreshadowing de ce qui se produit dans le Spider-Man suivant, ce serait encore mieux. Du très beau taf. Bref, vous avez compris dans cette partie spoiler, moi perso j'ai apprécié, mais on a vraiment un des points faibles aussi. Mais du coup, maintenant ils sont condamnés quelque part dans le prochain Spider-Man Home quelque chose, à faire un twist de milieu de film qui soit aussi bien. Mais comme ça fait 2 films où pour moi je marche et je trouve que ça fonctionne, c'est peut-être là-dessus que John Watts arrive à tenir le coup. Hein. Il sait, je trouve, faire tenir ces choses-là plus ou moins bien et donner du corps à ses personnages. En plus, on lui a fait le plaisir de se caster des vrais nanana d'acteurs, je vais pas dire le mot, que ce soit Michael Keaton qui faisait du très bon taf dans Homecoming et là Jake Gyllenhaal qui monte encore un degré je trouve dans Far From Home, c'est une vraie réussite de ce film. Je profite de cette partie spoiler pour vous parler aussi d'un autre point que je voulais évoquer aussi, c'était ce film dans le MCU. Alors, quelque part, c'est un peu bizarre, parce que ce film est supposé... Le prochain film du MCU, ça doit être Black Widow. Je spoil, Black Widow n'est plus supposé être là, donc je suis curieux de voir comment ils vont amener ça. Mais ce qui est plus étonnant, c'est les films qui vont suivre. Pour l'instant, les prochains films du MCU, c'est Black Widow, Les Éternels, The Eternals, Les Gardiens de la Galaxie 3, Shang-Chi, Black Panther 2 et Doctor Strange 2. Donc on a vraiment, au minimum, 2 ans devant nous avant que des personnages vraiment importants du Avengers reviennent, c'est-à-dire Black Panther et Doctor Strange. Les autres seront essentiellement des retours de personnages. Alors, j'ai oublié les Gardiens de la Galaxie 3, excusez-moi. Je pense qu'il va falloir attendre au moins 2 ans avant que les Gardiens de la Galaxie 3 arrivent. Pas sûr d'ailleurs parce que James Gunn est engagé maintenant. Il est supposé sortir Suicide Squad l'année prochaine. Donc ça fait 2 très gros blockbusters coup sur coup. Il va devoir sortir Suicide Squad 2 d'un coup, puis les Gardiens de la Galaxie dans la foulée l'année suivante. Donc ça fait beaucoup. Je sais pas s'ils vont réussir à tenir le planning. Tout ça pour dire qu'il faudra attendre 2 ans pour avoir des personnages nouveaux. Et là, les 2 films qui vont arriver, que ce soit Black Widow ou The Eternal, je ne sais pas trop quelle nature ils vont avoir. Et en quoi ces films-là sont supposés commencer une nouvelle phase. Il me semble que Spider-Man Homecoming et la fin de Far From Home lancent clairement de nouvelles étapes du MCU. Je me permets du coup, puisqu'on est dans cette partie spoiler, parler un petit peu, je trouve, d'un point faible de... C'est pas un point faible, mais les scènes post-génériques, autant la scène post-générique avec Spider-Man, et donc où l'identité donc, de Spider-Man est dévoilée au monde entier par Quentin Beck, Mysterio, et pour moi une excellente scène post-générique parce qu'elle va forcer le film suivant à avoir une autre identité, ça va aussi forcer le personnage à devenir autre chose, et on va enfin sortir du fameux truc Spider-Man est avec MJ, doit cacher sa personnalité et tout ça, son identité et tout. On va enfin passer à un autre type de Spider-Man à cet endroit-là, et je pense que ça fait beaucoup de bien à la série. Au-delà de ça, je trouve ce tweet de fin particulièrement réussi, parce que tout simplement, Mysterio, il a gagné. Le personnage de Mysterio le dit pendant tout le film. Hein. Lui, ce qui l'intéresse, à partir du moment où on sait que c'est le méchant et qu'il a grosso modo envie de manipuler Spider-Man, il le dit. Ce qui l'intéresse, c'est que Mysterio devienne le nouveau super-héros, et jusqu'à la fin, il le joue. Et dans cette scène post-générique, il fait passer Spider-Man pour le méchant, et il arrive à devenir le héros. Ce qui me porte à croire que sa mort n'était pas une vraie mort. Je pense franchement qu'il n'est pas mort. Alors beaucoup de gens vont me dire, mais si, ils ont bien vérifié que l'illusion était plus là et tout ça. Le fait est que le montage nous laisse un doute. Spider-Man demande à Edith, donc, est-ce que l'illusion est terminée? Elle dit oui. Mais le problème, c'est que Edith, elle a été sous le contrôle de Quentin Beck pendant un long moment, et lui, juste après qu'on voit cette séquence-là, on voit son ami enlever une fameuse clé USB où il a téléchargé quelque chose. Alors, est-ce que c'était des fausses vidéos simplement pour nuire à Spider-Man post-mortem? Moi, j'ai des doutes. Je pense plutôt que Quentin Beck avait complètement conscience d'être à la merci que s'il était à la merci de Spider-Man à un moment donné, il avait un plan pour s'échapper. Et je pense que c'était ce plan-là. Se faire passer pour mort, une bonne fois pour toutes, pour pouvoir ensuite dénoncer Peter Parker, être le héros et revenir en tant que tel. Je pense vraiment qu'il y a tout un truc autour de ça qui va être joué dans le prochain Spider-Man, et je trouve que ce serait très intéressant. Et j'aime beaucoup l'idée que dans ce Spider-Man, quelque part, Peter perd, puisque dans la scène post-générique de Spider-Man Homecoming, déjà, Spider-Man avait merdé. Le personnage de Vulture, le méchant du film, connaissait son identité et disait clairement, même si je connaissais son identité, je ne la donnerais pas parce que c'est moi qui le tuerai un jour. Sous-entendu, il a merdé et si un jour Vulture sort, il va s'en prendre à lui. Mais surtout,
il est déjà à la frontière que quelqu'un puisse le dénoncer, déjà dans le premier film. Donc qu'il soit dénoncé à la fin du deuxième, j'ai trouvé ça très très bien. J'ai trouvé que c'était un bon twist, j'ai trouvé que ça donnait beaucoup de qualité au personnage de Mysterio, encore plus. Bref, c'est une vraie qualité. Ça rend vraiment de ce film, pour moi, Far From Home, un film assez unique du MCU et un excellent film, un miroir inversé de Tony Stark qui ne voulait pas qui a donné son identité par orgueil, et Peter Parker qui, justement, en devenant plus juste, en rééquilibrant une erreur qu'il avait faite, perd quelque part. Et moi, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup l'idée que Spider-Man soit confronté à sa responsabilité de super-héros à grands coups de pied aux fesses. J'aime bien ça, j'aime bien que ça fasse partie de son identité, et Tom Holland, pour le coup, le porte très bien, ça. Et on a un deuxième film qui se termine aussi par « Non mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» tout comme « Qu'est-ce que c'est que cette merde ?» ou un « What the fuck » qui est hors film, comme le premier s'arrêtait là-dessus, avec sa tante May qui découvrait qu'il était Spider-Man. Bref, il y a toujours ce truc de finir sur une découverte de son identité par quelqu'un, et j'aime beaucoup ça, et je pense que le film suivant pourra s'en passer, et aller vers autre chose, et c'est une vraie qualité du scénario de McKenna et Sommers, et de la réalisation de John Watts. Je vais aborder du coup la deuxième scène post-générique, qui donc révèle que, en fait, ce Nick Fury, finalement très aisément manipulable, à part sur la fin, et qui était un petit peu bête, pour le coup, un petit peu manipulé de tous les côtés, n'était évidemment pas le vrai Nick Fury, était donc Talos, notre copain Skrull, qui est capable de faire du shape-shifting, donc de prendre l'apparence d'un autre, qui était introduit donc dans Captain Marvel. Et là, pour le coup, l'utilité de Captain Marvel s'explique beaucoup plus par rapport à ce film-là que par rapport à Avengers Infinity War ou Avengers Endgame. C'est triste à dire, hein, mais je pense que Captain Marvel a beaucoup mieux introduit les Skrulls que Captain Marvel, pour le coup. Peu importe. Et donc, on découvre que Talos était Nick Fury, et qu'il a donc été complètement feinté, et il passe donc ce fameux coup de fil. Au départ, Talos devait simplement prendre l'identité de Nick Fury pour donner les fameuses lunettes à Peter Parker. Il s'est pris au jeu, il s'est laissé embarquer par Quentin Beck, il y a cru, et donc il a joué un petit peu Avengers, avant de comprendre très tardivement qu'il se faisait feinter. Et là, du coup, on voit Nick Fury qui prenait donc des vacances dans un vaisseau Skrull, ce qui est rigolo, puisque c'est une petite blague, mais de là à dire que cette scène apportait réellement quelque chose, oui, je trouve que c'est plutôt bien vu qu'on a su que c'était pas vraiment Nick Fury, et que voir que Talos était utilisé comme ça, et que donc les Skrulls vont avoir une grande importance dans le nouvel univers du MCU, ça me fait plutôt plaisir. Il y a quelque chose d'intergalactique qui va être beaucoup en présence, et des films comme The Eternals qui sont supposés arriver l'année prochaine, du coup, prennent tout leur sens. Ça, c'est plutôt bien. Maintenant, c'est un pari. Ouais, je sais. Je suis pas encore sûr que on va... Oui, il y a ma femme qui vient de me dire que je dois partir, qu'on a bientôt fini, donc j'ai fini de toute façon, j'avais rien d'autre à aborder dans la partie spoiler. Mais tout ça pour dire, je serais curieux de voir où ça va aller. J'ai pas trouvé cette scène post-générique très intéressante, mais au moins elle a servi à ouvrir un nouveau pan. C'est quand même mieux comme scène post-générique que beaucoup de scènes post-génériques auxquelles on a eu droit, notamment la scène rustine pour faire la liaison dans Ant-Man and the Wasp, par exemple, ou même dans Avengers, dans Captain Marvel, qui faisait vraiment juste, encore une fois, une fausse introduction à Avengers Endgame et qui fonctionnait finalement pas très bien. Je crois que j'oublie rien. Je vais m'arrêter là du coup. Vous connaissez mon avis, moi perso, j'ai bien aimé franchement ce Spider-Man Far From Home, il a beaucoup de qualité. Et je pense que c'est un film qui fait honneur à finir cette... Si finit la précédente génération des films Avengers, eh ben c'est bien fait. Et si il démarre l'autre, et je trouve que pour moi c'est plus un film qui démarre la nouvelle thématique, c'est vraiment bon pour le coup. Et j'espère, mes espoirs c'est que ils vont continuer à parler des effets du snap et de la fameuse disparition de 5 ans dans les autres films Avengers. J'espère vraiment qu'ils vont continuer à le gérer, parce que c'est une bonne idée et que ça marche. Ça a vraiment un potentiel scénaristique génial. J'espère qu'ils vont réussir à vraiment porter tout ce qu'ils sont en train d'introduire avec les Skrulls avec quelque chose qui monte un peu plus haut que ce qu'il y a dans Captain Marvel, même si pour le coup ça fonctionnait plutôt bien dans Captain Marvel. J'espère aussi que ce Spider-Man va continuer sur cette lignée en gagnant encore une fois en qualité, en assumant complètement une histoire d'amour fin adolescente ou grand adolescente, et que John Watts sera plus à l'aise sur cet univers-là, ainsi que Chris McKenna et Eric Sommers, parce que c'était pas mal du tout, et qu'il y a de bonnes bases pour aller vers un troisième film Spider-Man de qualité. Je vais m'arrêter là, vous m'avez assez entendu aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute. Encore une fois, tweetez, Facebookez, Instagrammez.
Laissez-moi surtout des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Likez, partagez, évidemment, vous aidez beaucoup la chaîne et c'est toujours cool. Je vous remercie beaucoup, je vois qu'il y a des écoutes, je vois des gens qui likent, des gens qui partagent, ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment cool les amis. Et j'espère qu'on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de HO. Salut les amis, ciao ciao!